Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de l'art. Aujourd'hui, on démarre un triptyque de vidéos qui va s'intéresser au compositeur franco-tchèque Antoine Reicha, alias aussi Antonín Rejcha. J'ai décidé de faire des vidéos à ce sujet à l'occasion de la sortie de ce très beau CD qui sort chez Chandos, que je vous recommande déjà, mais je vous en reparlerai un peu plus précisément dans la vidéo de fin de mois sur ma sélection de CD classiques. Ces trois vidéos, c'est simple, elles vont être complémentaires. Aujourd'hui, je vais vous parler de la biographie, de la vie d'Antoine Reicha. Dans la deuxième vidéo qui arrivera quelques jours suivants, je vous parlerai de l'œuvre musicale d'Antoine Reicha. Et dans la troisième vidéo, je vous parlerai de son œuvre théorique. En quelques mots, si vous ne connaissez pas du tout Antoine Reicha, c'était un excellent compositeur, on va le voir. C'était un compositeur très prolifique, avec plus de 300 œuvres, et en plus dans tous les genres. C'était surtout, à l'époque, un professeur extrêmement réputé, professeur de composition. Donc là, je vous cite quelques noms qu'on va revoir. César Franck, Berlioz, Liszt, Gounod, Henri Vieuxtemps, le célèbre violoniste-compositeur, Henri Herz, le célèbre pianiste-compositeur de la même époque. Et puis en tant que théoricien, il a écrit plusieurs ouvrages, dont 5 en français, qui ont eu un énorme succès et qui sont intéressants. Donc avec Antoine Reicha, on a un triple intérêt. On a d'abord un intérêt artistique, parce que ses œuvres sont de qualité, et on prend du plaisir à les écouter. Il y a un intérêt historique, parce qu'il a été très important de son vivant, et il mérite plus de place aujourd'hui dans les livres d'histoire, parce qu'il a quand même apporté une certaine nouveauté, apporté des nouvelles théories sur la musique. Et puis il a un intérêt intellectuel très intéressant pour ses théories, voilà, les questions qu'il s'est posées sur la musique, l'évolution qu'il proposait de la musique instrumentale, donc toutes ces questions-là. Donc on va de suite écarter la question du nom au début de la vidéo, qui se dit voilà, on peut l'appeler de deux manières différentes. Alors pourquoi? Parce qu'il est né à Prague en 1770, mais à cette époque, Prague est sous domination autrichienne. Ça deviendra la Tchécoslovaquie en 1918 et bien plus tard, ça deviendra la République tchèque. Donc là, on a trois possibilités. Tout d'abord, on peut utiliser son nom tchèque de sa culture, certainement celui qui était utilisé chez lui, c'est-à-dire Antonín Rejcha. Deuxième possibilité, la version allemande ou autrichienne, vu que c'était sous domination autrichienne et qu'on va le voir, il a fait carrière principalement en Allemagne et en Autriche, donc au début de sa carrière. Donc on peut très bien l'appeler aussi Anton, donc la version germanique, Anton Rejcha. Et puis, troisième possibilité, Antoine Reicha, la version française. Pourquoi? Parce que la plus grande partie de sa carrière, il l'a passée en France. Et en 1829, il a été naturalisé. Donc, c'est-à-dire qu'il était réellement français. Et c'est même son dernier nom, Antoine Reicha. Donc, vous voyez, les trois peuvent être utilisés. Dans cette vidéo, je vais utiliser le dernier nom et le nom français, Antoine Reicha. D'après moi, c'est lui qui est le plus juste, puisque c'est le dernier qu'il a utilisé et qu'il a choisi d'être naturalisé. Mais les trois possibilités existent. Son père va mourir alors que Reicha n'a que quelques mois. Son père était boulanger et musicien municipal. Bon, de toute façon, il aurait pu, peu importe sa situation, vu qu'il est mort beaucoup trop tôt. Donc il se retrouve avec sa mère, et rapidement, Reicha, qui est même très jeune, avait cette passion d'apprendre et avait des ambitions, comprend tout de suite qu'il ne pourra pas avoir une bonne éducation en restant où il est. Donc il décide d'aller chez sa grand-mère. Chez sa grand-mère, c'est la même situation. Donc là, il va demander à aller vivre chez son oncle, Józef Reicha, qui est un compositeur connu, et aussi un violoncelliste connu à l'époque, aussi également un enseignant connu, puisqu'il sera, on va le voir un peu par la suite, le professeur de Beethoven. Donc il décide, il va vivre chez son oncle, qui est en Bavière à ce moment-là, et il se trouve que la femme de son oncle est une Française qui ne parle que le français. Donc déjà, son contact avec la France est très tôt dans sa vie, et donc il va devoir maîtriser le français pour parler avec elle, et puis bien sûr, il apprend l'allemand, et dans ses études, il va apprendre le latin. Donc il avait vraiment une bonne éducation, on va le voir par la suite, il va se faire une très bonne éducation et une facilité à apprendre notamment les langues. D'abord, petite période qui va nous intéresser, 1785-1794, donc
il s'installe avec son oncle à Bonn, hein, puisque son oncle pour sa carrière, a besoin de vivre à Bonn. Il y rencontre Beethoven, hein, qui a pour prof son oncle aussi, qui va fréquenter plusieurs années. C'est une amitié qui va rester entre ces deux compositeurs. C'est son oncle, donc Joseph, qui va former donc, le jeune Antoine Reicha au violon, au piano ainsi qu'à la flûte qui restera son instrument principal. Mais en revanche, il va refuser de le former à la composition. Alors là, c'est pas très clair dans les recherches que j'ai pu faire. Il semblerait que son oncle ait des doutes sur ses qualités et n'ait pas voulu qu'il lui fasse honte, voilà, et que son nom soit sali par un piètre compositeur. Donc Antoine, il refuse, et très motivé, Antoine Reicha décide d'apprendre tout seul la composition grâce à des ouvrages théoriques qu'il trouve on ne sait comment, mais il va se former tout seul à la composition, et comme vous allez voir, le niveau qu'il va atteindre, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, dans cette période déjà, il va diriger sa première symphonie. Donc, ce qui veut dire qu'il est capable d'en composer une et aussi de la diriger. Il va aussi diriger quelques autres pièces orchestrales de son cru. Il va rentrer dans cette période, toujours la même, il va rentrer donc 1785-1794, il va rentrer à l'université de Bonn, puisqu'il ne s'arrête pas à la musique, il va avoir une culture globale, il va travailler les mathématiques, la philosophie, la littérature. Donc c'est quelqu'un qui était cultivé de façon globale. Et puis bien sûr, en parallèle, il fait une carrière de musicien déjà, aussi avec d'abord une place de violoniste à la cour de Bonn, et ensuite une place de flûtiste au théâtre de Cologne. Donc il y a quand même un sacré bon niveau dans ces deux instruments. Cette période, c'est aussi le moment où il rencontre Haydn, ce grand compositeur qui va être si important pour lui, puisque ça va être son modèle premier pendant toute sa carrière. De manière générale, son début de carrière est assez compliqué. Bon, il essaye de se démarquer, mais il a du mal à sortir de la masse des compositeurs, notamment parce qu'il a la concurrence, bien sûr, mais aussi parce qu'il est dans une période de guerre. Hein. On va rentrer dans les guerres initiées par la Révolution française, plus les guerres habituelles d'Europe, les conquêtes napoléoniennes. Donc tout ça va faire que, bon, ce n'est pas le seul à être touché, bien sûr, mais c'est pas évident de faire carrière dans ce contexte, surtout quand on a la malchance de se retrouver sur le passage de l'armée napoléonienne. On passe aux années 1794-1801. Donc là, l'occupation française en Allemagne pousse la cour de Bonn à se disperser. Et bien sûr, la chapelle de la cour disparaît totalement. Donc, il est obligé de partir à Hambourg, où il va à nouveau retrouver Haydn. Donc, plusieurs fois dans sa vie, il va le retrouver. Ils vont être de plus en plus proches. Et en parallèle, il faut bien vivre, gagner sa vie. Donc, il décide d'enseigner le piano, aussi, qu'il maîtrise, hein, 3 instruments, piano, violon, flûte. Il va aussi enseigner l'harmonie et la composition. Donc, vous voyez, il a déjà le niveau d'être professeur de composition, bon, certainement pour de jeunes élèves, mais voilà, pour voir les progrès qu'il a fait. Dans cette période-là, il décide d'aller tenter sa chance à Paris. Très commun à l'époque, Paris devient progressivement la place principale de l'art européen. Donc avant, vous aviez bien sûr Vienne, mais ça se déplace progressivement à Paris. Et donc, il est d'habitude d'aller à Paris tenter sa chance si on a quelques ambitions dans l'opéra, donc il y va. Sur place, il va donner 2 de ses symphonies, plus quelques pièces orchestrales, qui vont être en général... Alors ces pièces, en général, sont appréciées des professionnels, qui y voient une science de la composition. C'est le cas de Pierre Rode, le grand violoniste-compositeur, donc, qui va devenir son ami. Alors si vous ne connaissez pas Pierre Rode, cliquez sur ce lien pour aller voir la vidéo que j'ai réalisée il y a quelques jours, donc qui est en ligne depuis quelques jours, sur les plus grands violonistes et violonistes-compositeurs de l'histoire. Donc je vous renvoie et je vous parle un peu plus de façon détaillée de Pierre Rode. Mais ce qui est le plus important dans ce passage à Paris, c'est qu'il va présenter un opéra, c'était le but, l'Ouragan, et qui va être un échec. Et ça va être le début, vous allez voir, d'une multitude d'échecs sur scène. On arrive dans cette période transitoire, 1802-1807, mais à connaître absolument pour comprendre Reicha. Donc, il était à Paris, il vit un échec, il décide de repartir en Autriche et il s'installe à Vienne où à nouveau il va renouer avec Haydn. Mais cette fois-ci, il va demander à Haydn de lui enseigner la science musicale. Haydn accepte de
de le conseiller, mais est trop vieux à ce moment-là, parce qu'il avait rencontré quelques années avant à 58 ans, là il a plus de 60 ans, donc il lui dit, non, je ne peux pas t'enseigner, voilà, je vais te diriger vers des enseignants, mais moi je serai là pour te conseiller. Il renoue aussi à Vienne avec Beethoven, voilà, qui passe son temps à rencontrer. Donc, certainement sur les conseils d'Haydn, il prend des cours avec deux compositeurs très célèbres à l'époque, notamment en tant que professeur. D'abord Salieri. Salieri, qui est connu aujourd'hui du public comme l'ennemi juré de Mozart, parce que dans le film Amadeus, il était présenté comme son rival. Donc, bien sûr, c'était du cinéma, c'est un peu exagéré. Il se trouve qu'en fait, à la fin du XVIIIe siècle, Salieri est beaucoup plus connu que Mozart. Ça va bien sûr se changer par la suite, mais c'est vraiment une sommité en Europe. Et puis, il va surtout, ça c'est encore plus important que Salieri, prendre des cours avec Johann Georg Albrecht Berger, donc qui est un compositeur très peu connu aujourd'hui, mais qui à l'époque était réputé dans toute l'Europe comme un grand théoricien et un pédagogue spécialiste du contrepoint. Et d'ailleurs, c'était même à ce moment-là le plus grand spécialiste du contrepoint. Il se trouve que justement, ce fut aussi l'enseignant de Beethoven. Mais de manière générale, si vous étiez un compositeur de talent et que vous vouliez progresser dans ce domaine, vous alliez voir Albrecht Berger. Antoine Reicha, vous allez le voir, a toujours été très ambitieux, a toujours vu très loin. Et une preuve de cela, c'est que pendant ces années 1802-1807, Louis-Ferdinand de Prusse, le prince Louis-Ferdinand de Prusse, va lui proposer de devenir professeur et maître de chapelle de sa cour. Donc un poste quand même assez important et qui devait très bien payer. Mais Antoine Reicha refuse, certainement parce qu'il a d'autres ambitions et vous allez voir qu'il a eu raison. Mais en revanche, l'année suivante, il accepte de composer une œuvre pour Louis-Ferdinand de Prusse. Ça va être l'Art de varier, une œuvre exceptionnelle pour piano, dont je vous parlerai dans la deuxième vidéo. Mais sachez d'ores et déjà qu'il s'agit d'une série de 56 variations, une œuvre énorme qui prend à peu près 1h15 à jouer et qui montre toute la science de la variation, mais aussi de la polyphonie, ça on va y revenir, de Antoine Reicha. Donc, il compose cette œuvre. À ce moment-là, il a déjà une bonne réputation, hein, c'est pas pour rien que Louis-Ferdinand de Prusse l'a contacté. Il est très recherché à cette époque comme professeur, et même son maître Albrecht Berger n'hésite pas à lui envoyer désormais des élèves. Durant cette période aussi, il va mettre en relation les compositeurs Pierre Baillot, donc qui est un violoniste-compositeur célèbre à cette époque, mais qui a vite disparu de l'histoire de la musique. Si vous voulez en savoir plus, cliquez là, je vous remets le lien dans la vidéo dont je vous ai parlé sur les violonistes. Je vous parle aussi de Pierre Baillot, donc très intéressant, et Luigi Cherubini, un compositeur italien très célèbre et notamment donc directeur du Conservatoire de Paris. Donc il va mettre en relation ces deux compositeurs avec Haydn, hein, donc, qui était une véritable sommité de la musique à ce moment-là, bien sûr. Il est en fin de carrière. Donc il les met en relation. Pourquoi? Parce qu'il parle l'allemand et le français. Donc il peut aussi, il connaît les deux, mais il peut servir d'interprète. Dans cette période, il va aussi voyager, certainement pour chercher à faire carrière, à se faire des contacts. Il va aller à Prague, il va aller à Leipzig, puis il va revenir à Vienne, peut-être aussi par rapport à des propositions de concerts et autres. Donc une période de transition, mais qui est importante parce qu'il a cette formation qui va être cruciale par Albrecht Berger sur la science du contrepoint. On arrive à la période la plus cruciale dans la carrière de Antoine Reicha, 1808-1817. Il s'installe à Paris. Alors pourquoi? Quel est le déclic? C'est Pierre Baillot, donc, à qui il avait fait rencontrer Haydn à Vienne, qui lui garantit qu'il pourra lui faire jouer à nouveau un opéra s'il vient à Paris. Donc comme il n'a pas abandonné l'idée de faire carrière dans l'opéra, rappelez-vous que dans ces années-là, l'opéra, c'est le moyen principal de reconnaissance dans la musique. On juge un compositeur par rapport à sa capacité à faire un bon opéra. Et la musique vocale en général. La musique instrumentale est vraiment considérée comme un genre inférieur. Donc il décide d'y aller. Il est reçu par les fabricants de pianos Erard, donc, hein, qui sont très influents dans le milieu de la musique à cette époque, et même par l'empereur. Donc ça prouve que quand il arrive, il a déjà quand même une certaine notoriété. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, puisque son opéra Cagliostro va encore faire un bide. 8 représentations, sans suite, et à nouveau, donc il connaît l'échec sur scène. En parallèle, il va commencer à publier, enfin,
il avait déjà commencé à publier des œuvres, mais là il va multiplier les publications, alors pas bien sûr la totalité de ses œuvres, mais une grande partie, donc qui montre son succès pour que des éditeurs acceptent de publier une bonne quantité d'œuvres. Mais enfin, la roue tourne pour Antoine Reicha grâce à ses quintettes à vent et de manière générale à sa musique de chambre. Il va faire jouer à la salle Favart, salle très importante à l'époque à Paris, il fait jouer ses 6 quintettes pour vent qui vont avoir un succès phénoménal et qui vont le faire connaître donc en France mais aussi en Europe. Et de manière générale, c'est toute sa musique de chambre qui va être très appréciée à l'époque, et c'est surtout d'ailleurs pour sa musique de chambre qui va être reconnue, appréciée, célébrée. Je vous en dirai plus sur sa musique de chambre, sur certaines œuvres, dans la deuxième vidéo, justement, qui vise à étudier son œuvre. Autre moment très important de la période 1808-1817, c'est qu'il écrit 2 ouvrages théoriques, alors il en avait déjà écrit, mais là c'est ceux qui vont faire toute la différence, ils sont en français. Il s'agit du traité de mélodie, et puis aussi un petit traité d'harmonie pratique. Vous voyez, mélodie, harmonie, totalement complémentaires. Ces livres vont avoir un énorme succès, et surtout, ça va montrer sa connaissance de la science musicale, de toutes les théories de l'époque, et même de certaines originalités, et il va en récolter immédiatement les fruits. Là, on passe donc à une période où enfin, il a le succès qu'il a tant attendu, entre 1818 et 1826, D'abord, dès 1818, il est nommé professeur de contrepoint et de fugue au Conservatoire de Paris. Donc là, je vous remets en contexte. Conservatoire de Paris, le plus grand conservatoire du monde à cette époque, et ça va le rester plusieurs décennies. Et la classe de contrepoint et de fugue, c'est la classe forcément la plus recherchée, c'est celle qui est reconnue comme la plus difficile, la plus complexe. Voilà, c'est le haut de la technique musicale. Dans cette période, il ne s'arrête pas, il continue à publier des ouvrages avec le cours de composition musicale ou traité complet et raisonné d'harmonie pratique. Donc là, on était sur des choses un peu plus, pratiques, mais d'un côté d'abord premier degré, avec la mélodie et l'harmonie. Là, on a quelque chose de plus complet sur la composition musicale, on monte d'un niveau, donc ça prend la suite de ces autres ouvrages, et ça va tellement avoir de succès que ça va devenir le manuel officiel de composition, ou un des manuels officiels, de composition au Conservatoire de Paris. Dans cette période où on pourrait croire que tout lui sourit, Antoine Reicha va tenter encore d'avoir du succès à l'opéra avec Sappho, et encore une fois, c'est un échec, même si Berlioz trouve qu'il y a plusieurs passages de qualité, donc voilà, un jugement assez quand même important, mais ça, une fois, définitivement, il n'arrive pas à faire des œuvres qui plaisent au public. Dans ces années-là, il va aussi composer une œuvre pour donc Louis XVIII, qui est roi de France, et qui lui a commandé une œuvre pour fêter sa brillante campagne d'Espagne. Et donc, voilà, il va composer un Te Deum pour Louis XVIII. Donc, vous voyez, le roi lui commande des œuvres. Il est au sommet de la hiérarchie des compositeurs donc à cette époque en France. Il ne s'arrête pas là pour la théorie. On a eu mélodie, harmonie, on a eu cours de composition musicale, on passe encore au niveau supérieur avec un traité de haute composition. Je vous expliquerai qu'est-ce qu'il entend par haute composition dans la 3e vidéo, c'est elle qui traite de son œuvre théorique. C'est une époque aussi, voilà, tout le monde l'apprécie, les plus grands l'apprécient, le reconnaissent, le célèbrent. Même donc, le grand Rossini va le prendre sous sa protection, voilà, en tout cas voilà, le reconnaître comme un grand compositeur. Et puis il va avoir, bien sûr, il y a eu beaucoup d'élèves au conservatoire ou en cours privé dans cette période. Et par exemple, il va avoir Berlioz et Liszt comme élèves. Alors Franz Liszt en cours privé, c'est tout à fait normal, puisque Franz Liszt avait voulu rentrer au Conservatoire de Paris, mais à l'époque, il fallait être français. Donc on lui avait refusé. Et donc il avait dû trouver des cours privés, et il avait on lui avait recommandé le spécialiste de la technique du contrepoint. À ce moment-là, c'était Antoine Reicha. Mais ce qui est encore plus intéressant que ces deux grands compositeurs, mais encore jeunes, c'est que des compositeurs déjà aguerris vont demander à Antoine Reicha de leur donner des cours. Et ça va être le cas de Pierre Baillot et de Pierre Rode, les deux violonistes-compositeurs dont je vous ai parlé, qui ont été déjà, dans leur carrière, professeurs au conservatoire, qui sont connus dans l'Europe entière en tant que violonistes, et qui composent aussi, et donc qui vont demander à Reicha de leur permettre d'approfondir leur connaissance du contrepoint. On arrive dans les dernières années de sa vie, 1827-1836,
Le fait déjà marquant de cette période, c'est qu'il est naturalisé français, enfin. Vous voyez, le temps qu'il fallait à l'époque, même célèbre, professeur au conservatoire, etc., etc., apprécié par le roi, ça prenait du temps pour être naturalisé. Il est élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur, grand honneur. Il continue de composer avec un dernier ouvrage. Là, vous allez voir quand même l'ironie. C'est un ouvrage, je vous le mets là, l'art du compositeur dramatique, manuel de composition et de déclamation. Donc quand même, imaginez, un compositeur qui n'a jamais connu le succès à l'opéra fait un ouvrage pour expliquer aux gens comment composer des œuvres dramatiques. C'est assez cocasse. Mais quand même, il a tellement de notoriété que, comme souvent, ses ouvrages sont traduits dans plusieurs langues. Et là, l'ouvrage est traduit en allemand par Czerny, Karl Czerny, le grand compositeur et grand professeur aussi, un des plus célèbres de cette époque-là. Donc ça montre le succès. Autre récompense, reconnaissance, il est élu membre de l'Académie des Beaux-Arts dans la section musique, bien entendu. Donc vous voyez, il a toutes les reconnaissances officielles, et puis bien sûr ça fait encore attirer toujours plus d'élèves. Et dans cette époque, on peut voir par exemple le jeune Henri Vieuxtemps, qui est un violoniste, compositeur, un des meilleurs du 19e siècle. D'ailleurs, je vous recommande, voilà, si vous ne connaissez pas Henri Vieuxtemps, en attendant que je vous fasse une biographie un peu plus conséquente, je vous renvoie encore vers ma vidéo sur les violonistes où je vous en parle. Et puis il va avoir aussi César Franck, qui va devenir son élève, qui est de la même génération d'ailleurs qu'Henri Vieuxtemps. Et ce qui est intéressant avec César Franck, c'est que ça va être le premier, peut-être le seul même, élève compositeur de Reicha, à vraiment utiliser les théories et la connaissance polyphonique. On va dire c'est peut-être même s'il y a beaucoup de différences avec Antoine Reicha, on ne peut pas dire qu'il ait repris le style de Reicha, mais en tout cas, on sent chez Franck cet héritage de la technique de composition polyphonique. 1836, Antoine Reicha décède, voilà, alors qu'il a connu tous les honneurs. Bon, hélas, un an après seulement être rentré à l'Académie des Beaux-Arts, mais au moins il part en ayant été reconnu de toutes les institutions, avec tous les succès, sauf à l'opéra, où il n'a jamais réussi à avoir un grand succès public. Pour terminer, petit bilan sur Antoine Reicha. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce compositeur? Déjà, sa postérité. Après sa mort, il va être oublié progressivement. Il va quand même rester très célèbre pour sa musique de chambre. Au moment où il meurt, on estime que ces quintettes à vent sont parmi les plus grandes œuvres de musique de chambre, même comparées au Haydn, au Mozart, au Beethoven, etc. Et aux autres très grands compositeurs. Donc, il va progressivement disparaître. Et là, depuis quelques années, on commence... Alors, il y a toujours eu des CD quand même enregistrés sur les œuvres de Reicha. Vous pouvez en trouver beaucoup aujourd'hui. Moi, j'ai réussi à écouter à peu près plus de 70 œuvres, donc c'est quand même pas mal. Mais il revient au premier plan depuis quelques années. Et il mérite de revenir à la position qu'il mérite comme quelqu'un d'important, même d'incontournable pour la première moitié du 19e siècle. Donc, pour résumer, on peut dire que c'est un très bon compositeur que je classerai en troisième catégorie. Alors, qu'est-ce que j'appelle la troisième catégorie? C'est très simple. Première catégorie, les intouchables. Bach, Mozart, Beethoven, ceux qui sont vraiment au-dessus du lot. Et puis la deuxième catégorie, vous avez les grands compositeurs, mais qui n'arrivent pas au niveau de ce triptyque. Donc vous allez avoir bien sûr Brahms, vous allez avoir Schumann, Haydn, des très grands compositeurs aussi. Et puis en dessous, troisième catégorie, vous avez toute une série de compositeurs qui contrairement à la deuxième catégorie, n'ont pas réussi dans tous les domaines, mais qui ont excellé, qui ont su faire évoluer la musique de leur temps, etc. Et moi je pense que même si Reicha n'est peut-être pas en haut de cette troisième catégorie, mais il en fait partie en tout cas, et donc il mérite absolument d'être plus connu, d'apparaître plus dans les ouvrages d'histoire de la musique. Fin de cette vidéo sur Antoine Reicha, donc la première vidéo sur la vie, cette fois-ci, d'Antoine Reicha. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours dans cette fois-ci une vidéo sur l'œuvre musicale d'Antoine Reicha. Donc là, on va vraiment rentrer dans le concret, parler de ses œuvres, lesquelles sont intéressantes, quelles sont les originalités de composition, qu'est-ce qu'il a apporté à la musique, etc. Pour être au courant, bien sûr, premièrement, vous vous abonnez, hein, voilà, donc vous cliquez sur abonner, puis vous cliquez sur la petite clochette qui est à côté, sinon vous ne serez pas notifié de la sortie de la vidéo. Ça, c'est important. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez apprécié Antoine Reicha, vous mettez un pouce vers le haut. Ça aussi, c'est très important. Et vous mettez des commentaires pour me dire est-ce que vous connaissiez Antoine Reicha? Est-ce que
c'est un compositeur que vous appréciez, pas, que vous avez déjà entendu en concert. Ça m'intéresse de le savoir. Et puis, bien sûr, si vous appréciez la chaîne, la meilleure façon de le montrer, outre s'abonner, c'est partager sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est essentiel pour la chaîne, mais aussi pour faire mieux connaître ces grands compositeurs, ces grands artistes, aux plus jeunes générations notamment, qui passent désormais essentiellement par Internet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dans quelques jours pour la suite. Ciao!